Bonjour à tous. Aujourd'hui, un cours extrêmement important qui porte sur la MGO, la marche générale des opérations que tout pompier se doit de connaître. Commençons par quelques généralités et rappels sur la MGO. Donc quand on intervient sur des interventions type incendie, et on va même généraliser en disant que ça va être pour beaucoup d'interventions qu'on va rencontrer cette MGO, plusieurs phases vont se dérouler suivant un ordre chronologique défini. Alors ça, c'est la définition initiale de la MGO. Moi, j'aimerais nuancer en ajoutant que parfois les phases vont se réaliser simultanément et très souvent, ça va être de façon complémentaire. On va revenir là-dessus dans chacune des phases. Donc, de ces opérations, bien sûr, va dépendre le bon déroulement et la réussite de l'intervention. Et cet ordre de phases qui vont s'enchaîner s'appelle la marche générale des opérations. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, général veut dire que ça va être pour la majorité des interventions. On va bien sûr avoir des interventions un peu plus particulières qui ne vont pas pouvoir suivre cet ordre chronologique, mais on reviendra là-dessus ultérieurement. Voici les 7 phases de la MGO. 7 phases qui sont la reconnaissance, les sauvetages et mises en sécurité, les établissements, l'attaque, la protection, le déblai et la surveillance. J'ai mis une 8e phase en gris, en parenthèse, qui est le reconditionnement des hommes et du matériel. C'est pas une phase qui fait partie de la MGO initiale, mais elle est très importante. De toute façon, on reviendra dessus à la fin, je vous expliquerai pourquoi. Tout d'abord, la reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est vraiment une phase majeure et extrêmement importante d'une opération de secours. Elle va durer depuis l'arrivée des secours jusqu'à leur départ. Donc vous voyez déjà que c'est une phase qui va s'étendre pendant toute l'intervention. Donc elle va s'effectuer simultanément des autres phases. Okay. Donc voilà pourquoi je voulais nuancer le fait que la MGO est une succession chronologique. Par exemple, la reconnaissance va se dérouler tout au long de l'opération. Donc qu'est-ce que la reconnaissance ? La reconnaissance va permettre de déterminer l'environnement, dans quel lieu on se situe, si on est dans une intervention milieu ouvert, type forêt, ou dans un bâtiment. En l'occurrence, dans un bâtiment, les dimensions, le type d'accès, le type d'établissement dont on est confronté, les risques particuliers qui découlent de cet établissement. On aura bien sûr les plans étarés qui nous auront aidés, l'effectif, la localisation des victimes, s'il y en a, le type de construction, et bien sûr, finalement, ce qui nous intéresse, la localisation du foyer, son étendue et sa nature. Suite à cette reconnaissance, donc cette reconnaissance qui va être effectuée par tous les membres du personnel, en commençant bien sûr par le chef d'agré. Le chef d'agré, le COS, en arrivant sur intervention, va prendre en compte toutes ces informations et va déterminer, suite à cette reconnaissance, qu'est-ce qu'il va devoir donner comme ordre à ces binômes, notamment prioritaire, mission prioritaire, effectuer des sauvetages, puis définir des points d'attaque. En réaction immédiate, on va mettre le chef d'agré, bien sûr, va effectuer la coupure des énergies. Définir ce qui brûle, si c'est une chambre ou si c'est une bouteille de gaz, c'est pas la même chose. Définir les cheminements qui vont être empruntés par les binômes, l'étendue du sinistre, bien sûr, le risque de propagation horizontale, verticale, etc. et les moyens à mettre en œuvre. Tout ça va être dans les ordres qu'il va donner à ces binômes, mais également dans les informations qu'il va remonter au CODIS, pour informer le CODIS des premières informations qu'il a réussi à récupérer pour que le CODIS soit au courant de quel type d'intervention on est, s'il faut engager d'autres moyens, etc. Voilà. Donc cette reconnaissance, encore une fois, dure pendant toute l'intervention. Si jamais une victime n'a pas été détectée dans les premières minutes d'arrivée sur les lieux, mais qu'elle se manifeste 10 minutes après, voilà, on est toujours dans une phase de reconnaissance. On a reconnu
qu'une victime a été détectée 10 minutes plus tard, donc on va la prendre en compte. En restant sur cette notion de victime, on va passer tout de suite à la deuxième phase de la MGO, qui est les sauvetages et les mises en sécurité. Donc voilà. Lors d'une opération de sauvetage, bien sûr, le facteur temps est capital. Les actions à mener sont décidées et effectuées très rapidement après une analyse de la situation. Et ça va être du rôle du COS, du commandant des opérations de secours, de donner ordre au binôme d'effectuer les sauvetages, souvent par quels moyens. Des fois, ces sauvetages seront laissés à libre latitude des binômes. Mais ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est quelque chose qui n'est pas souvent assez dit, c'est que le COS a vraiment l'attitude d'employer pour les sauvetages et mises en sécurité tous les personnels qu'il juge nécessaires et compétents. Voilà. Donc, souvent c'est pas intuitif, mais voilà. Si il y a 6 personnes dans un engin incendie, dont un conducteur et un chef d'agré, et que le conducteur, ça sert à rien qu'il reste à son fourgon pour mettre de l'eau parce qu'il y a des sauvetages à faire, le conducteur peut être utilisé pour effectuer les sauvetages. Ça, c'est important de le dire. Donc voilà, vraiment une mission prioritaire parce que c'est la mission première des sapeurs-pompiers. Quelques définitions tout d'abord. Le sauvetage, c'est une mission qui consiste à soustraire d'un péril direct ou imminent une personne ou un animal, bien sûr on traite les animaux au même titre que les personnes, se trouvant dans la possibilité ou l'incapacité de le faire par ses propres moyens. Typiquement, des flammes qui sortent à une fenêtre avec une personne dans l'encadrure de la fenêtre qui appelle à l'aide, c'est considéré comme un sauvetage. Le péril direct et imminent, c'est les flammes. Voilà. La mise en sécurité, c'est un déplacement, une anticipation, on va dire. C'est une anticipation, une mesure préventive qui va permettre de soustraire à un danger ultérieur une personne. Voilà, par exemple, on effectue beaucoup de mises en sécurité dans des ERP, voilà, quand il y a des dizaines de personnes dans le RP, il y aura peut-être que quelques-unes qui seront directement en péril, mais on mettra en sécurité l'ensemble des personnes, bien sûr. Et finalement, le confinement qui consiste à diriger les personnes dans un lieu sûr pour y rester jusqu'à ce que le danger soit écarté. Alors généralement, voilà, ça peut être dans un immeuble, dire aux gens de rester chez eux avec la porte close. C'est considéré comme un confinement. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va mettre les sauvetages en œuvre ? Et généralement ils vont être effectués en même temps que la reconnaissance, parce que c'est quelque chose qui doit être effectué dans les plus brefs délais. On va pas attendre d'avoir fini sa reconnaissance complète avant de commencer à mettre en œuvre les sauvetages généralement. Donc encore une fois cette nuance de enchaînement chronologique d'action, on voit bien que reconnaissance, sauvetage vont s'effectuer simultanément. Le chef d'équipe et l'équipier, donc le binôme, ont la responsabilité des victimes depuis leur sauvetage ou leur évacuation jusqu'à ce qu'elles soient prises en charge par les équipes secouristes. Voilà. Le binôme ne va pas simplement jeter sa victime, la personne par la fenêtre au moyen du lot de sauvetage et ensuite ne plus s'en occuper. Non, il va l'accompagner pour être certain que cette victime sera bien prise en charge. Et finalement, ce que je vous ai dit au sujet de pourquoi pas utiliser un conducteur lors d'une intervention qui nécessite des sauvetages imminents. Voilà. Bien sûr, le matériel utilisé lors de cette phase de sauvetage, on a l'ARI, haricot, appareil respiratoire isolant à circuit ouvert, avec l'accessoire cagoule de sauvetage qui va permettre de fournir un environnement en air pur à une victime pendant qu'elle parcourt, qu'elle est évacuée et qu'elle va parcourir des fumées. On reviendra là-dessus quand on fera des focus sur le matériel. Les échelles à main, donc appareil de sauvetage vraiment très important
agrès de sauvetage très important pour les sapeurs-pompiers. Dans les échelles à main, on a des échelles à coulisses à différents plans, des échelles à crochet. On a bien sûr les échelles aériennes, les moyens élévateurs aériens, BEA, etc. Et le LSPCC, qui est le lot de sauvetage et de protection contre les chutes, comme son nom l'indique, c'est son rôle primaire est d'effectuer des sauvetages. C'est un ensemble de cordes, mousquetons, harnais d'évacuation, etc., qui va être utilisé pour descendre les victimes par l'extérieur au moyen d'une corde. Par exemple, si on est au 3e étage, on peut évacuer les victimes de cette façon. On reviendra là-dessus quand on fera des focus sur le matériel aussi. Les établissements. Donc les établissements, c'est tous les enchaînements de tuyaux, on va dire, et d'engins qui vont nous permettre d'acheminer l'eau jusqu'aux lances. Donc, un établissement est la disposition donnée au tuyau pour amener l'eau depuis un engin pompe jusqu'à la lance. Il peut être fait avec des gros petits tuyaux ou des gros tuyaux prolongés par des petits tuyaux. Donc voilà, on va rester sur cette notion gros et petits tuyaux, mais ultérieurement, on entrera plus dans les détails, bien sûr. On va parler du diamètre des tuyaux, diamètre des raccords, etc. Voilà. Donc en règle générale, on utilise des tuyaux diamètre 45 et diamètre 70, généralement pour effectuer ces établissements, avec des pièces de jonction qui vont permettre de convertir un tuyau de 70 en 45 par exemple. Voilà. On viendra là-dessus quand on parlera des pièces de jonction. Ces établissements peuvent être de 3 types, horizontal, vertical ou oblique. Horizontal, c'est quand ils courent sur le sol, classique, dans une rue, etc. Oblique, c'est quand ils vont monter sur des escaliers. Et vertical, c'est quand ils vont être verticaux, qui vont être dressés directement pour monter, pénétrer dans une fenêtre et pouvoir fournir de l'eau au binôme à partir de cet endroit. Sauf cas particulier, on va rester dans la logique que les établissements se font toujours du point d'attaque vers le point d'eau. Pourquoi ? Parce que si les binômes vont avec leur équipement au point d'attaque et se rendent compte qu'il y a un sauvetage à faire, ils posent leur équipement, ils vont directement effectuer le sauvetage. Ensuite, deuxième raison, ça fait que les établissements, les tuyaux vont être déroulés à bon escient et non à l'aveuglette, vu que les binômes viennent d'emprunter le chemin de leur engin jusqu'à l'endroit où le chef d'agrès a demandé à positionner une division, par exemple. Donc ils vont savoir quel chemin prendre au retour pour avoir le moins de problèmes possible. Et également, on est certain que lorsque le binôme arrive à l'engin pompe et donne un tuyau à raccorder au conducteur, le conducteur peut envoyer l'eau tout de suite. Il n'a pas besoin d'attendre, demander c'est bon, est-ce que vous avez fini de dérouler vos tuyaux, etc. Voilà pourquoi l'établissement se fait toujours du point d'attaque vers le point d'eau. Et bien sûr, les cas particuliers dont je parle, c'est les feux de forêt et la manœuvre M1. Voilà, on y reviendra plus tard. L'attaque, quant à elle, ce qui intéresse la plupart des sapeurs-pompiers, c'est la phase qui est destinée à abattre les flammes, à éteindre l'incendie à proprement parler. Donc cette phase d'attaque qui commence lorsque les moyens hydrauliques sont en eau, les lances, lorsque donc tous les établissements sont faits, fonctionnent, ont été mis en eau, bien évidemment, va avoir pour rôle principal l'extinction du foyer en utilisant toutes les techniques d'extinction apprises, notamment par les chefs d'équipe. Donc, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que l'attaque, c'est en priorité une protection des biens. Alors bien sûr, l'attaque peut avoir un rôle de protection des personnes si jamais une personne est prise par les flammes et qu'il faut abattre des flammes pour l'atteindre. Mais 90% du temps, voilà, cette phase d'attaque va avoir pour but une protection des biens, en l'occurrence protection du reste du bâtiment qui n'a pas été touché par l'incendie,
protection de points sensibles, hein. Ça c'est surtout dans le rôle dans le cas d'une entreprise par exemple, où on va avoir comme priorité de défendre les matériels importants de l'entreprise, les archives, etc. Voilà. Donc toujours bien penser protection des biens. Qui dit protection des biens dit que notre utilisation de l'eau doit être faite avec parcimonie. Bien évidemment, si on utilise des milliers de litres d'eau pour éteindre un incendie de chambre, voilà, la chambre sera éteinte bien sûr, mais ces milliers de litres vont s'infiltrer, vont dégrader le bâtiment, vont ruisseler dans les étages inférieurs, etc. Donc il y aura un vrai problème. Les biens auront peut-être été protégés dans la chambre, mais pas ailleurs. Donc voilà pourquoi il est très important d'utiliser l'eau au strict nécessaire. Bien sûr, hein, dans certains cas, je pense notamment à des feux de ferme, etc., où là, il va falloir des milliers de litres d'eau pour réussir à éteindre ces feux. À ce moment-là, on n'aura pas le choix, il faudra bien évidemment les utiliser, même si ça engendrera par la suite d'autres problèmes, notamment pollution de l'environnement, etc. On y reviendra. Et finalement, je voulais vous parler aussi de la ventilation, hein. La ventilation aura un impact important lors de l'attaque. Ça, vous l'apprenez normalement au niveau équipier, chef d'équipe et chef d'agré. Voilà, la ventilation peut soit nous aider, soit nous ralentir, raviver le feu par exemple. Donc voilà pourquoi vous apprenez toujours fermer les portes, fermer les fenêtres, etc. Et au contraire, on va pouvoir utiliser la ventilation à notre avantage dans le cadre d'une ventilation offensive. Donc tout ça, voilà, se combine parfaitement avec la phase d'attaque. Je vais rappeler quelques définitions importantes dans le jargon sapeur-pompier, 3 mots, hein. Feu circonscrit, maître du feu et feu éteint. Alors, tout d'abord, le feu circonscrit, c'est lorsque assez de lances sont positionnées pour entourer le feu et ne plus lui laisser de possibilité de propagation. On considère le feu comme circonscrit, donc dans un feu de bâtiment ça va très vite, hein, mais ce terme va être plus logique, plus employé dans des feux de champ, des feux de forêt, etc., où le feu est en propagation libre, et où on a réussi à circonscrire le feu, c'est-à-dire on l'a entouré finalement, hein, voilà. Le terme maître du feu, c'est lorsque la propagation du foyer est enrayée et qui tend à diminuer en intensité, notamment, généralement, lorsqu'on passe le message que nous sommes maîtres du feu, c'est que le plus gros du travail a été fait, les risques sont en train de diminuer, hein, finalement, que voilà, il n'y aura plus de propagation, les moyens sur place suffiront à parfaire l'extinction, voilà. Et finalement, le feu éteint, c'est un terme assez important, parce que c'est un terme qu'on utilise lorsque les principaux foyers sont éteints et maîtrisés, et que quelques débris brûlent, qu'il n'y aura plus qu'une phase de déblai à réaliser. Et là, ce qui est très très important lorsque on considère un feu comme éteint, c'est qu'un feu éteint ne peut, en théorie, jamais redémarrer. Là, on est dans le terme, dans le cadre légal, hein, finalement. Lorsque les sapeurs-pompiers ont éteint un feu et qu'un feu se redéclare au même endroit, en théorie, c'est pas de la faute des sapeurs-pompiers, c'est un autre foyer. Hein. Si c'est les sapeurs-pompiers qui ont mal réalisé leur travail en faisant un mauvais déblai, etc., c'est la responsabilité du commandant des opérations de secours qui sera en jeu. Voilà. Passons maintenant à l'autre phase, la phase de la MGO qui consiste à la protection, hein, pour suivre ce que j'ai dit avec les dégâts des eaux. On va mettre en œuvre une phase de protection qui aura pour objectif de limiter les dégâts, notamment que pourraient occasionner les eaux d'extinction, la fumée, la chaleur. Donc le rôle de la protection va être multiple, hein. On va essayer de la mettre en place des fois pendant la phase d'attaque si c'est possible, notamment s'il y a l'eau qui est en train d'être projetée aux étages supérieurs qui ruisselle sur les étages inférieurs, on va essayer de protéger les biens des étages inférieurs. Si jamais
Si jamais donc on n'a pas le temps, on n'a pas pu, etc., cette protection s'effectuera après, bien sûr, et ben notamment si la toiture a été percée, il faudra bâcher, si des murs des murs porteurs ont été touchés, il faudra étayer, peut-être faire venir le groupe de sauvetage des bléments pour vérifier la bonne tenue du bâtiment, etc. Voilà. Donc, dans cette protection, on parle protection des biens, mais bien sûr, comme je vous en ai déjà parlé, protection de l'environnement, et donc la pollution possible des eaux ruisselantes, des eaux d'extinction, et ça on le retrouvera surtout dans des feux de ferme, dans des feux industriels, dans des feux où des dizaines de milliers de litres d'eau sont lâchés, et qui a ruissellement jusque dans les ruisseaux, dans les rivières alentour. La phase de déblai, qui est une phase extrêmement importante aussi parce qu'elle consiste à parfaire l'extinction et éviter tout nouveau départ de feu, c'est pas rien. Donc cette phase de déblai, elle va être réalisée en faisant dégager des parties embrasées afin de pouvoir les éteindre, notamment s'il y a un amas de planches que les premières ont l'air entièrement brûlées, et bien peut-être que des planches au cœur de cet amas sont encore à très haute température et peuvent encore recréer un foyer. Pareil pour ce qui est poutre, encadrement de porte, etc., qui doit être gratté pour s'assurer du parfait refroidissement. On a le devoir de sortir du volume tous les matériaux qui ont été consumés, parce que, encore une fois, c'est des matériaux qui peuvent être une source de chaleur et donc recréer un nouveau foyer à l'intérieur. Bien sûr, retirer tous les matériaux sur le point de s'effondrer. Alors ça, on utilise souvent l'outil type GAF pour faire tomber ce qui est sur le point de tomber. Et finalement, le déblai est souvent réalisé en concomitance avec l'extinction, parce que, comme je vous dis, un tas de bois, un énorme monticule de bois, il va falloir le déplier, l'étaler. On retrouve aussi ça souvent sur des feux type feu de décharge, feu de benne à ordures, etc., où il va falloir bien sûr tout étaler pour pouvoir éteindre. On va pas pouvoir éteindre une benne complète en versant de l'eau dedans, il va falloir l'étaler. Voilà. Les outils utilisés lors du déblai, les outils les plus souvent utilisés par les sapeurs-pompiers, est la caméra thermique prioritairement, bien sûr. La caméra thermique qui va nous permettre de vérifier si le déblai est efficace, nous permettre de vérifier les points chauds résiduels aussi, et donc c'est la caméra thermique qui nous dira si le déblai est terminé ou pas souvent. Donc on utilise la pelle, la pioche, les fourches, la gaffe, etc. Tout ça pour étaler, pour retirer les détritus, les étaler, regarder ce qu'il y a en dessous. On utilise aussi la scie, la tronçonneuse multimatériaux, hache, hachette, etc. Tout ce qui va nous permettre de casser des parties qui ont été embrasées, découper pièces de charpente, murs, etc. On a aussi les pinces, la masse, et bien sûr on peut toujours demander l'aide aux services publics, notamment les maires des communes, de nous mettre à disposition des engins de chantier quand il faut, par exemple, étaler, comme je vous disais, une benne à ordures, l'étaler grâce à un engin de chantier. Voilà. Les mesures de sécurité sont à respecter même pendant le déblai, même s'il n'y a a priori plus de risque de départ de feu. On pense notamment au casque, toujours gardé, aux gants, etc. Une protection respiratoire, bien sûr, parce que du CO continue de se dégager. Le risque d'intoxication aux fumées, etc. est toujours présent. Donc bien garder l'aérie pendant cette phase jusqu'à ventilation complète des locaux et vérification avec un détecteur CO. Ventilation des locaux, bien sûr, pendant ce temps. Là, on n'a plus de risque de redémarrage d'un foyer en théorie. Donc on peut se permettre d'ouvrir, d'aérer, ventiler naturellement les locaux pour que le vent déjà évacue les dernières toxines, le CO, etc. Mais voilà, on sait que ce vent en théorie ne devrait pas être suffisant pour redéclencher un incendie. Bien sûr, vigilance
sur toutes les parties de maçonnerie qui ont été un peu dégradées ou affaiblies. Utilisation du jeu de sauvetage et de protection contre les chutes lors des protections dangereuses, je pense notamment en toiture. Et finalement, toujours garder un moyen en eau disponible, parce que même si le feu est considéré comme éteint, voilà, l'étalement de ces amas de déchets va forcément nous remontrer des points chauds, et ces points chauds, on va mettre un petit coup d'eau dessus pour les faire diminuer. Dernière phase des 7 points de la MGO, la surveillance. Donc la surveillance, c'est lorsque le feu est éteint, le débit a été réalisé, mais les risques ne sont pas toujours forcément écartés, hein, notamment dans les gros incendies où ça a beaucoup chauffé, où la diminution en température et le déblai a été efficace, mais ne pourra jamais, à moins qu'on y passe des heures et des heures, ne pourra jamais faire diminuer la chaleur assez pour qu'il n'y ait aucun risque. Donc des fois, voilà, on laisse, si on sait que les points chauds sont isolés, non plus de risque de redémarrer, etc. Et on va vérifier régulièrement, ça va être toute l'attitude du COS, hein. On va vérifier grâce à du matériel, caméra thermique, etc. Vérifier l'évolution de ces points chauds, hein, s'ils ont tendance à diminuer en température ou pas. Alors ça peut être un engin qui reste sur place, ça peut être des rondes qui vont être effectuées avec un engin incendie ou avec une simple VL et une caméra thermique, voilà. Ça va être la phase vraiment de surveillance qui va se passer après, pourquoi pas 4, 12, 24 heures après l'incendie en fonction de sa virulence initiale. Le reconditionnement du matériel, alors ça c'est pas dans la MGO, les 7 points de la MGO initiale, hein, c'est moi qui l'ai rajouté, vous savez, c'est ce que j'avais mis en gris entre parenthèses. Alors pour moi c'est une phase primordiale, parce que il faut reconditionner à la fois capacité matérielle et humaine, après l'opération. Donc tout d'abord, reconditionnement du matériel en faisant le plein en eau de l'engin, bien sûr vidange de la pompe et de la LDT si il y a des risques de gel, répertorier les tuyaux percés, fuites, etc., vérifier l'inventaire, les pleins de carburant, changement des bouteilles d'aérie, remplacement du matériel dégradé, vérifier les niveaux de charge des batteries, le nettoyage, le réarmement du matériel, etc. Sachant qu'une partie de ces opérations seront réalisées sur les lieux. Hein, je pense notamment au plein en eau de l'engin, tant qu'on est connecté à une prise d'eau sur les lieux de l'incendie, on refait le plein de l'eau. Répertorier les tuyaux percés, voilà, même la vidange peut être réalisée sur les lieux. Okay. Mais également du personnel, hein, bien reconditionner son personnel, notamment l'hydratation. Alors ça doit être encore une fois être effectué sur les lieux, généralement grâce à la logistique mise en place, manger, se nourrir, etc. Mais également faire un petit débriefing, ça on peut le réaliser sur les lieux de l'intervention, des chefs d'agrès-le-fond, mais également, pourquoi pas, au centre de secours autour du foyer. Bien sûr, nettoyer sa tenue d'intervention, l'hygiène, la douche, etc. Et un soutien psychologique si besoin, ça c'est pour les interventions qui ont été marquantes. Vous savez tous que vous avez un service du 3SM avec des psychologues qui s'occupent, qui peuvent vous offrir un soutien si quelque chose vous a marqué sur l'intervention, si vous avez besoin d'en parler. Pour conclure ce cours sur la MGO, je voudrais avoir un petit point sur ce qu'on appelle la nouvelle MGO. Cette nouvelle MGO est sortie, on va dire, suite au guide des doctrines opérationnelles incendie de structure de 2018. Et voilà, si vous regardez le schéma à droite, voilà à quoi correspond cette nouvelle MGO. Alors, finalement, cette nouvelle MGO, elle nous dit qu'il n'y a pas forcément de chronologie dans une intervention de lutte contre les incendies de structure, de lutte contre les incendies en règle générale, il n'y a pas forcément de chronologie, il y a tout qui doit être un enchaînement plus ou moins simultané des actions. Il y a quelques étapes supplémentaires également, notamment préservation des tracés indices, placement des engins, ventilation, reconditionnement des hommes et du matériel. Donc tout ça, c'est ce que moi je vous ai déjà abordé
pendant les 7 premières phases de la MGO qui me semble logique. Donc voilà, encore une fois, l'ancienne MGO comme on l'appelle, on pensait déjà à toutes ces étapes, on les expliquait, mais ça faisait pas l'objet d'une étape bien particulière. Hein. Donc voilà, pour moi, cette nouvelle MGO, elle était déjà réalisée avant, notamment sur le non-respect de la chronologie, je vous l'ai expliqué précédemment. Voilà, le déblai peut être effectué pendant l'attaque, le sauvetage peut être effectué pendant la reconnaissance, etc. Donc, on avait déjà compris que c'était pas forcément un enchaînement chronologique, et on avait déjà mis en place ces points supplémentaires. Alors, on n'a pas trop parlé de la préservation des tracés indices et du placement des engins, mais ça, pour moi, ça fera l'objet de cours supplémentaires sur lesquels on y reviendra. Voilà. Pour conclure, alors la MGO, c'est très important, c'est quelque chose qui doit être connu, bien sûr, par tout sapeur-pompier, parce que ça va être les étapes nécessaires au bon déroulement de toute intervention. Voilà. C'est plus ou moins implicite, tout le monde a compris qu'il fallait dérouler des tuyaux avant de commencer à attaquer l'incendie avec de l'eau, ça c'est logique. Après il y a des choses un peu moins implicites qui commencent à rentrer doucement dans les mœurs. Je pense notamment au reconditionnement, je pense à la protection des biens en phase d'attaque, je pense notamment à l'utilisation de l'eau avec parcimonie, à la ventilation, etc. Voilà. Donc toujours penser dans cette MGO que la reconnaissance est vraiment primordiale, que les missions sapeurs-pompiers, c'est vraiment le sauvetage des vies humaines en priorité, mais le sauvetage des biens en priorité secondaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser, notamment, encore une fois, l'utilisation de l'eau. Hein. Il faut vraiment penser également à la protection des biens. Et bien sûr, la phase de déblai, même si les sapeurs-pompiers ne l'aiment pas forcément parce que c'est long et ennuyeux, etc. Mais c'est vraiment la phase qui va nous permettre d'éteindre les foyers résiduels et les points chauds résiduels pour empêcher tout nouveau départ d'incendie. Voilà. Bon, merci de votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce cours qui était un peu plus long que les autres, mais également un peu plus important. Voilà. Merci, bonne journée. Au revoir.